Une amende de 2 millions de francs CFA et pour les dommages et intérêts 160 000 à reverser. Comment expliquer un tel procès qui fait grincer pas mal de dents aujourd'hui? Et ces avocats sont certainement partis pour faire appel à ce procès qui pour beaucoup semble être justement une manipulation et qui fait problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en sera du sort de Paul Tchouta dans les jours à venir? Madame, Monsieur, la presse s'alimente. On en parlera certainement au courant de cette édition du Zénith. Au courant justement de ceci, les regards restent encore portés effectivement sur sur Banganté aujourd'hui. On le sait, l'élection à la mairie de Banganté se fera ce jour, 19 mai 2021. Et pendant que nous y sommes, il se sur là-bas à Banganté que Éric Niat est l'unique candidat à la mairie de Banganté. Finalement, le comité central du RDPC aura-t-il fait entendre sa voix concernant le cas Éric Niat? Peut-on dire que la paix des braves qu'on a eue la semaine dernière aux côtés de Célestine Cortés-Ketcha et du chef supérieur des Banganté était, on dira, un moment exceptionnel pour qu'on en vienne à ce qui se passe aujourd'hui? Les regards restent encore rivés. Madame, Messieurs, on en parlera. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui revient demander à la justice camerounaise d'ouvrir grandement les yeux sur l'affaire Lydiane Taba. Aujourd'hui, le sous-préfet n'a aucunement été inquiété. La justice camerounaise fait tout pour fermer l'œil sur cette histoire et qui continue bien sûr d'alimenter des chaumières. Qui aura finalement tué Lydiane Taba? Le sous-préfet peut-il au moins se défaire de ses attributs de sous-préfet pour se faire entendre devant la justice camerounaise? Que dit la Constitution? Le MRC l'a évoqué, madame, messieurs, il faut en parler. Bienvenue à la grande famille, avec elle jusqu'à 12h. On passera un moment exceptionnel. Bonbon Bengan. Bonjour, je commence par vous ce matin. Bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le 4 mai 2021, dans le cadre de la lutte contre le transport clandestin, le ministre des Transports avait commis une circulaire dans laquelle il suspendait certaines agences de voyage pour chargement hors des points agréés et surtout sans autorisations. Seulement, il avait dit que les différentes agences qui allaient s'acquitter de tous les frais y afférents devaient être rétablies dans leurs droits. Voilà 2 semaines aujourd'hui que certaines agences de voyage ont déjà réglé, mais seulement on n'a pas levé parce qu'on estime qu'ils doivent vous faire payer le choco. Est-ce que c'est ce qui avait été dit dans cet arrêté? Point d'interrogation. On s'interroge de ce côté des différentes agences qui sont immobilisées, paralysées depuis pratiquement 2 semaines. Autre fait, c'est les médecins. 250 qui sont aux abois. Ils attendent le décret d'intégration, sauf qu'ils se sont rendus compte que tous les fils de barons, fils et filles des barons de ce régime qui étaient avec eux ont été tous intégrés, sauf eux. Que se passe-t-il dans ce pays? Bravo. Merci beaucoup Charles Amel. Bonjour à vous Isabelle Carozopet. Bonjour à vous Michel, bonjour à tous ceux qui regardent le programme. Nous sommes le 19 mai. Voilà. Là. Demain c'est le 20 mai. Merci beaucoup. Dominique Audrey-Yengele, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, ça fait plaisir. Allez, madame, monsieur, n'oubliez pas, nous sommes bien évidemment à la veille de la fête de l'unité au Cameroun, quand on sait effectivement que le gouvernement a décidé de surseoir à toute célébration sur l'étendue du territoire national. Et d'ailleurs, nous attendons encore le thème retenu cette année autour de cette 49e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Paul Biya pourra-t-il s'expliquer, du moins adresser encore un message ce soir à la nation camerounaise, puisque c'est très attendu? Va-t-il au moins nous rassurer encore? Au moins sera-t-il proche du peuple camerounais ce soir? On attendra devant nos petits écrans si le chef de l'État est proche de nous ou pas. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin nous a été rapportée par Jeanne. Jeanne vient de donner naissance à son 3e enfant et elle est femme de ménage dans un foyer. Donc elle vient d'accoucher d'un petit garçon et elle a choisi de donner le prénom de son patron
à ce nouveau bébé qui vient de naître, dit-elle, parce que cette famille-là, pour laquelle elle travaille, a été tellement bonne, tellement bien. Ses patrons sont tellement gentils avec elle, tellement accueillants, et qu'à chaque année, on lui donne quelque chose pendant les fêtes et à la rentrée scolaire pour ses enfants, qu'elle a voulu être reconnaissante envers ses patrons et donner le prénom du mari. Sans dire à son époux, qui est enseignant, celui-ci a fait établir l'acte de l'enfant en mentionnant les prénoms de son patron. On va, je ne sais pas comment, Michel Armel ou bien Marcel, donner le prénom que vous voulez à son patron. Sa patronne, le bébé a 3 semaines aujourd'hui. Donc pendant le week-end de la semaine dernière, sa patronne est venue lui rendre visite puisqu'elle vient de donner naissance au bébé. Et pendant qu'elle portait l'enfant, la maman est allée prendre son bain. Et le père de l'enfant était là avec la patronne, dont ils échangeaient. Et c'est là qu'elle portait l'enfant en lui disant « Hé, mon mari, tu pleures trop, hein? Tu pleures vraiment comme ton bombo. » Le mari était interloqué. Comment ça? Comment est-ce que vous connaissez mon père? Non, mais le prénom là, c'est le prénom de mon mari. Et c'est comme ça que mon mari dérange, c'est comme ça que mon mari est têtu. Donc il ressemble à son bombo puisque sa mère a dit que le prénom vraiment c'est en hommage au patron. Donc la patronne est rentrée chez elle et le monsieur n'a pas fait abstraction de cela jusqu'à ce que l'invité reparte. Et lorsqu'il part, sa femme lui dit que oui, simplement j'ai voulu le faire comme ça et tout. Et il n'y a pas de problème à ce que je donne le prénom, ne serait-ce que de mon patron, puisque c'est toi qui donnes le nom aux enfants. Aujourd'hui, son mari, dit-elle, est parti de la maison parce qu'il est tellement remonté, tellement en colère, au point où il a même remis en doute sa paternité sur cet enfant, puisque sa mère a décidé de prendre de telles décisions importantes sur qui est son enfant, dont elle ne sait pas comment faire comprendre à son mari que c'est simplement une nomination en termes d'hommage et rien d'autre pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Donc comment se faire pardonner s'il y a lieu de demander pardon à ce genre d'actes? Ben là, c'est une histoire quand même assez compliquée. Hein. D'aucuns disent très souvent que seule la mère connaît le père de l'enfant. Bon, je sais pas. Vous croyez que l'occasion s'y prête? J'ai rien dit. Seule la mère connaît le père de l'enfant. Eh bien, ceux qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Allez rapidement sur la page Equinox TV. Rapidement. Eh bien, là, nous sommes sur Facebook. Laissez-nous en commentaire également. Cette maman est sérieuse ou pas? La question, on vous la pose. Mais au-delà de questionner le sérieux de la maman, l'attitude du papa est-elle responsable? Est-ce qu'il n'y a pas de coïncidence? Mais elle leur avoue quand même qu'elle a donné le prénom du patron à l'enfant en guise d'hommage, en guise d'honneur. Est-ce que ça devrait vraiment faire problème? On a eu des histoires pareilles récemment aux États-Unis où on s'est rendu compte par la suite que les enfants qui étaient à la maison étaient les enfants du patron. Il a fallu justement que monsieur tente de se donner la mort. Je ne sais pas si je crois que c'est donné la mort, et y compris avec la dame. Seule la mère connaît le père de l'enfant, Isabelle Carozopet. Est-ce que l'homme devra s'inquiéter ici pour un prénom quand même qu'on a attribué simplement à son enfant? Oui, je crois qu'il peut se poser quelques questions. Juste parce que c'est resté comme un secret, parce que madame n'a pas partagé. Si vous choisissez de donner le prénom de votre enfant de votre patron, de donner le prénom de votre patron à votre enfant, prenez quand même la peine de le dire au père de l'enfant. Écoute chérie, voilà, notre enfant s'appellera... Il le savait au moins, Dominique Otto. Non, il ne savait pas que c'était le prénom du patron. Ah, il pensait que sa femme a donné un prénom comme ça. Vulgaire. Mais c'est elle qui savait en fait qui était le bon boss. Nous vous écoutons, Isabelle Carole. Donc, je te dis, de le faire en cachette, ça pose un problème. Parce que si votre patron s'appelle Mathieu et que vous voulez donner ce prénom à votre enfant, chérie, écoute, voilà, par rapport à tout ce que mon patron a eu à faire pour moi dans ma vie et tout ce qui va avec, encore que vraiment pour moi je suis un peu réticente là-dessus, parce que donner le prénom de votre patron à votre enfant, il faut vraiment que la relation soit assez forte, soit solide, parce qu'un enfant c'est toute une vie qu'il vous accompagnera et tout. Mais je me demande, je suis quand même tentée de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a en dessous pour qu'elle prenne parmi tant de prénoms, parmi les membres de sa famille, de sa belle famille, de ses copines, je ne sais pas qui d'autre, que ce soit seulement le prénom du patron qu'elle choisisse de prendre pour donner à son enfant. Qu'est-ce qui fait problème quand on donne le nom du patron à l'enfant? On parle bien du prénom de votre patron. Le prénom. Bon, voilà. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que chaque fois que vous allez dire Mathieu, vous allez voir votre patron. Pourquoi un souvenir aussi vivant?
moi, je me pose quand même la question, pourquoi un souvenir aussi vivant, pourquoi un souvenir aussi éternel, pourquoi un souvenir qui va durer toute une vie? Alors, l'homme fait donc bien de partie de la maison ou pas? Oui, il fait, bon, pas de partie de la maison, mais comme tout homme, il est normal, il est légitime pour ma part qu'il manifeste son courroux. Parce qu'elle devrait partager cela avec lui, elle ne l'a pas fait, ce qui davantage encore amène à se poser pas mal de questions. Qu'est-ce que le patron a bien pu faire à cette dame, au point où elle dit qu'elle est d'accord, vraiment, mon enfant sera son homonyme et tout. Ouais. Vraiment, on se pose des questions. Moi, je crois que dans un couple, il faut être assez transparent sur certaines questions aussi sensibles que celle-là. Parce qu'un enfant, comme tu l'as dit si bien, c'est la maman seule qui connaît quel vrai père de l'enfant. Ouais, bien sûr. Donc, qu'elle ne fasse pas que son mari commence à prendre l'enfant, allume la lumière et mettre l'enfant en dessous pour commencer à regarder. Oui, c'est comme ça que ça se passe parfois dans les familles. Ici, vraiment, il y a tous les traits du père là, de cet enfant. Donc, il ne faut pas qu'il commence à douter de la paternité de cet enfant. Mais comment en faire un problème? Parce que je dis, bah, je sais pas, je suis très proche de Mbomboc ou de Charles Hamel ou d'Isabelle Carole ou Dominique Audrey. Et en guise d'hommage, pour tout ce qu'on traverse ici, ou de M. Tchoum, qu'est-ce que vous voulez? Je peux dire, bah écoute, madame, tu fais mon fils, il s'appellera Séverin. C'est un exemple. Ben, madame peut choisir, justement, de dire, bon d'accord, mon fils s'appellera Séverin. Oui, mais elle veut bien comprendre la relation qui te lie à lui. Parce qu'il n'est pas le seul être dans ta vie. Est-ce qu'il peut lire dans la boule de cristal? Non, c'est une relation tout à fait professionnelle. Pourquoi en faire tout un problème autour? Bon, si cette relation est donc professionnelle, reste donc professionnelle. Pourquoi le monsieur devrait se fâcher? Ne mêle donc pas à ça vraiment les prénoms des enfants, ne ramène pas ça dans ton couple. Moi, je dis qu'il y a un problème de communication qui se pose à la base. Et on peut comprendre la réaction du monsieur. C'est-à-dire, il appelle l'enfant naturellement Mathieu, mais il ne sait pas donc que, ok, le seul prénom là, c'est le prénom du patron à sa femme. Oui. Et la madame qui n'a pas dit à son mari, pourquoi elle n'a pas dit à son mari qu'écoute, en fait, ce prénom, c'est lui de mon patron. Est-ce que la question justement des prénoms, bon, Bonbon Bengan, traditionnaliste en même temps dira que certainement quand ça concerne les prénoms, il n'était pas très partant. Parce que lui, dans l'appellation Mbombo, Bengan Kandje, donc il n'y a pas de prénom ici. Vous vous rendez compte que même moi, il ne m'appelle pas Michel Ngachou, il m'appelle Ngachou Numba. Le prénom pose un problème peut-être traditionnellement aujourd'hui, mais est-ce que ça devrait justement être un problème pour ce couple aujourd'hui, Mbombo Bengan? Oui, un problème sérieux. C'est vrai, je n'apprécie pas l'attitude de l'homme de quitter la maison pour aller ailleurs, mais je peux comprendre ce courroux. C'est comme une trahison et il faudrait peut-être éviter j'allais dire, d'aller à un niveau, à un palier beaucoup plus supérieur. Il se calme, il revient. Et il a bien fait d'ailleurs de ne rien manifester devant la femme de la patronne, du patron voilà, la femme du patron de sa femme. Il a bien fait. Non. Lorsque nous vous disons l'homme a 3 dimensions, il y a le corps physique qui peut se détruire, qui peut se transformer. Il y a l'âme de Dieu qui sommeille en vous et il y a l'esprit. Maintenant, c'est cette âme de Dieu qui sommeille en vous qui porte cela. Donc, vous rattachez quoi à cette âme de Dieu que le corps physique et l'esprit vont porter? Parce que les gens ne comprennent pas. Même quand vous dites de baptême, oui, on a dit, il s'appelle Jean, Jacques, tout ça. Donc, c'est cela. Il faut que vous le compreniez très bien. Oui, généralement, aujourd'hui, c'est difficile d'appeler quelqu'un Bengan. Il va l'appeler Mathieu. Voilà, Irène, Jacques et tout. Justement, c'est ça qui sera donc gravé sur la mémoire collective de cet enfant. Et vous avez vu la réaction de la femme du patron. Et dérange comme son bombo. Les liens commencent déjà à se tisser. Et ces liens sont à vie. J'allais même dire éternels, puisque l'âme ne meurt pas. C'est des liens qui sont éternels. Maintenant, qu'est-ce qui peut donc pousser un couple à avoir des âmes, à lier son âme éternelle avec un autre couple ou avec une autre personne? C'est cette question qu'on ne pose pas souvent. Elle est restée ça et l'homme a raison. Il a bien le droit de s'exclamer, de s'énerver même. Énerver, ça veut dire que les femmes piègent. Pourquoi piéger toujours? Alors, l'attitude de l'homme, justement, est une attitude... comment dire? Il suspecte sa femme. Non, il est courroucé. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez atteint un niveau, un degré de colère,
et doublé d'une surprise. À ce niveau, vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment éviter le scandale? Il y en a qui prennent une bière, il y en a qui prennent une cigarette, il y en a qui restent calmes, il y en a qui frappent, il y en a qui fuient, il y en a qui. C'est pour ça qu'on vous dit l'école du mariage est bien. Alors, le problème du prénom mais aujourd'hui... ici, la femme a fait fort. Très fort. Elle a fait très fort. Vous estimez... Oui, elle a fait très fort. Vous estimez qu'elle a fait fort, bon, Mengan. Parce qu'on est habitué, on a vu ça. Mais ça se débat quand même, non? Ça se débat justement, le nom de l'enfant avant que... Et quand on fait même les chorégraphies, on sait qu'on va mettre un garçon au monde. Il y a quand même un débat avant, non, Dominique Audrey? Vous parlez, mais écoutez, je l'appellerai X. Pourquoi? Parce que. On justifiait. Moi, j'ai vu ça, les premiers, lorsque j'entrais dans l'initiation de Boc, milieu des années 80. Il y avait, elle s'appelle Fallon. Mais bon, le couple regardait, il disait c'est Fallon Carrington, c'est David Carrington. Après, il y avait les Aura, il y avait les ci, il y avait les ça. Mais justement, les femmes justifiaient. Dès lors que l'échographie disait ce sera une fille, on commence à dire chérie, moi j'aime Zaora, ce sera Zaora. Après, maintenant il y a les Brenda, il y a tout ce que vous voulez. Mais on en discute. D'accord. Avec quand on dit donc, d'abord la première chose c'est que l'enfant sera qui? Comme c'est un garçon, c'est mon père, c'est mon beau-père, c'est moi-même, c'est un ami. Donc on discute. Très bien. Le nom, c'est quelque chose de fondamental. Dominique Audrey, moi, je pense que la femme a fait fort. Oui, vous voyez qu'il n'arrive pas à Mais quand même, bon, moi-même, je me pose la question. Oui. Faire fort veut dire quoi? Si tu prends un prénom, c'est ton choix que tu as fait. Oui. Je dis, bon, d'accord, mon fils s'appelle Ngachou. Toi, tu prends le nom Charles. Bon, tu sais pourquoi. Maintenant, je te demande, Charles, c'est pourquoi? Est-ce que ça... C'est quoi la connotation, la dénotation dans le nom de l'enfant? Non, ça on en parle. Alors, si plus tard, je me rends compte que c'est en guise d'hommage à ton patron que tu as donné le nom de Charles, vous avez des relations professionnelles. Oui. Est-ce qu'on devait vraiment en faire un problème? On ne fait pas un problème parce qu'il a donné le nom du patron. On fait un problème parce qu'elle a usé de ruse pour donner le nom du patron. Je crois que tout repose dans la méthodologie. On dit que tout chemin mène à Rome, mais les chemins peuvent être tortueux. C'est ça en fait. Donc si elle avait dit à son mari, papa, tu sais que depuis que je suis arrivée à Douala, tu sais comment j'ai souffert pour avoir le travail et qu'au premier regard, lorsque j'ai posé notre situation, mon patron, il m'a ouvert les portes, il m'a donné la possibilité de travailler. Et depuis que j'accouche, toi-même tu vois, papi, c'est lui qui paye la pension, Nanou, c'est lui qui a payé les cahiers. Et regarde, parfois quand je suis malade ou bien que toi-même tu es malade, il me permet de rester à la maison alors qu'il y a les travaux et qu'il y a énormément à faire chez lui. J'ai envie vraiment... d'une certaine façon, lui donner une bouteille de vin ne serait pas suffisamment expressif pour lui montrer à quel point je lui suis reconnaissante de m'avoir donné une chance de pouvoir te soutenir, toi, mon mari. Mais je voudrais quand même lui donner le prénom. Son mari aurait pu lui dire, on va aller plus loin. On va lui donner totalement le nom. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Pour lui dire merci. Ouais. Parce que j'ai appris qu'à une certaine époque, des amitiés par amitié, on donnait même le nom. Il y a des gens, par exemple, qui sont des étonnes et avec qui on retrouve des noms bamileke chez eux, par exemple. Donc, il y a l'histoire qui fait que les liens qu'on a pu tisser avec des gens puissent faire qu'on garde ça. Bon, mon cas parlait, par exemple, du mariage. Qu'on tissait les mariages, même avant que l'enfant ne naisse. Mon premier fils va épouser ta fille. Donc, en fait, c'est une sorte de continuité. Selon mon entendement de ce genre de lien-là. Donc, le monsieur, déjà, il faut louer sa maturité, sa contenance, qui a pu calmer ses ardeurs, parce que c'est tellement brutal d'apprendre ça de façon aussi, wow, ça vous éclate au visage, que la patronne dit vraiment, tu ressembles à ton bombo. Il faut que le monsieur se calme. Mais elle pourrait au moins justifier en disant à son mari que c'est une coïncidence, peut-être. Non, c'est que ça empire le mensonge. Puisque la patronne a dit que c'est comme ça que mon mari fait. Il s'appelle Mathieu comme mon mari. Oui, elle nous a dit que Mathieu, c'est le nom du mari. Donc le patron, c'est dans sa tête que j'ai un homonyme quelque part. Donc vraiment, peu importe ce que je vais faire, il faudrait que je m'occupe de cet enfant. Parce qu'après, ça va suivre. Elle va justifier comment à son mari, par exemple, que son patron décide d'envoyer son enfant à l'étranger plus tard, que le patron décide de prendre son enfant chez lui. Par exemple, parce que ça peut arriver. Donc, madame, vraiment, vous avez fait fort. Donnez le temps à votre mari et surtout, de se calmer. Il y a un détail. Justement, c'est sûr que la femme du patron était au courant. Oui, elle est au courant. Elle a dû leur dire pendant la grossesse
Et comme tu vois, madame, Je vais mon accoucher un enfant, garçon. là, l'échographie Ça sera dit le que c'est un patron. garçon, il portera le nom Du de patron. votre mari, le nom du patron. Voilà. Le nom du patron. Elle était au courant, c'est pour ça qu'elle ne s'en offusque pas. Oui. Vous avez dit sur ce plateau la semaine dernière, mon Et le Bengan, mari, lui, n'était pas au courant. vous avez dit sur ce plateau la semaine dernière, mon Bengan, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Jamais. Je reprends votre Non, expression. la confiance n'exclut jamais. Jamais le le contrôle. La confiance n'exclut jamais, Jamais le le contrôle. contrôle. Est-ce qu'on peut justement, Charlamel, dans ce cas, dire qu'il faut se méfier profondément des femmes, de ce qu'elles peuvent avoir comme, C'est la parole. comme, Ça, c'est la parole. comme attitude? Bon, quand même donner son nom, enfin le prénom du patron, est-ce que ça devrait forcément interpeller une réflexion un peu alambiquée, des craintes? Charlamel, Monsieur Ngachou, la femme ne donne jamais le nom. de prénom. Ne donne jamais de nom. Dans cette histoire, elle n'a pas que fait de donner le prénom. Elle a donné le nom. Elle a donné, permettez-moi, elle a donné le nom. L'enfant porte le nom de son patron, monsieur Michel Ngachou. De manière formelle, elle a mis le nom de son mari, mais l'intention, la vitalité de cette femme, elle a transposé ça sur l'enfant qui porte le nom, je dis bien le nom, je pèse mes mots, qui porte le nom du patron. Le prénom, Vous, c'est quoi vous le nom? voyez le prénom, je dis je vois le nom et le prénom du patron. Comment vous voyez ça? Je comprends. Monsieur Michel Ngachou, Non, il y a une charge que vous ne pouvez pas... énergique. Voilà. Il y a une charge Elle a énergique donné. qu'on donne. C'est pour ça que moi j'aime une de mes grandes sœurs. Son mari travaille à l'UQAM. Le dernier fils s'appelle Wafo. D'accord. On Donc, l'appelle elle a Wafo. donné le nom. Voilà. C'est-à-dire, le fait pour elle d'avoir transmis le nom de son mari, véritablement, ça c'est juste un leurre. Mais elle a donné le nom à son patron. Qui est la femme? Qui est-elle pour prendre possession d'un produit qu'on lui a donné, elle n'a fait que restituer? La femme est comparable à la terre. Ce que vous lui donnez, elle vous remet. Vous mettez un grain de maïs, elle vous remet le grain de maïs. L'homme en semence la femme, elle ne lui restitue que cela. La femme n'a pas le droit de donner le nom. Elle le propose. Il y a tout un comité qui travaille sur le nom, M. Michel Ngachou, en tant que le nom est inscrit dans l'arbre généalogique. Il y a plein de familles aujourd'hui qui ne connaissent même pas leur arbre généalogique. Nous descendons de tel, tel a donné tel, tel a donné tel, qui a donné tel, tel a eu ça, il a fait tels enfants, tel nombre d'enfants qui ont donné tant de temps. J'appartiens à la troisième, la quatrième, la deuxième. Vous avez des personnes à qui on demande parfois d'aller faire des rituels sur la cinquième, quatrième génération. Il est perdu parce qu'il dit je ne comprends pas. Or, le nom qu'il porte devait être un indicatif suffisant pour qu'il puisse se retrouver à ce niveau. Donc, à ce niveau, là, les familles ont perdu beaucoup de choses. On ne se surnomme pas sur un enfant, monsieur Michel Ngachou. Vous n'avez pas le droit d'appeler votre enfant Ngachou. Jamais. C'est strictement interdit par les Bantous, la tradition Bantou. Vous vous surnommez sur ceux qui vous ont précédé. Ça veut dire, si votre père vous a bien éduqué, votre oncle, votre tante, vous vous souvenez d'eux, et vous éduquez votre enfant à telle enseigne que cet enfant se souvienne de vous. C'est le principe. Tout ce que les gens font aujourd'hui, c'est des malédictions qu'ils portent sur l'affaire du nom. Autre chose. N'oubliez pas que le nom que vous donnez à l'enfant. Charlamel Ngachou, mais vous êtes fort là quand même. Non. Que vous appelez malédiction? J'ai dit Mais c'est la attendez, malédiction que vous portez. attendez, Non, quand non, vous amenez, vous qui êtes religieux, je quand comprends vous pas. amenez l'enfant au baptême, c'est quoi? Non mais écoutez, là c'est la religion. Elle est la même C'est chose. la religion juive quand même. hein, parce Non, que- il y a une cérémonie d'attribution du nom traditionnel. Moi, Non, je- nous sommes je le d'accord. fais tous les Non, jours. nous sommes totalement Mais c'est pour d'accord. ça, non. Non, on parle Mais maintenant, de la ça- femme, ça- c'est-à-dire qu'elle permettez- aussi permettez, Isabelle se Carole. permet de dire que Charlamel la a fait le lien. Il dit qu'on ne se surnomme pas sur On ne se l'enfant. surnomme pas sur Alors, l'enfant. Oyengelek et moi on fait un enfant qui s'appelle Ngachou. Ngachou. Je vous pose une question, monsieur Michel Ngachou. Permettez. Oui. Et je choisis justement de donner le nom de mon père, Ngachou, à mon enfant. Je dis bon d'accord, il s'appellera Ngachou. Et elle propose qu'on donnera le prénom de Joseph. Et je valide. Alors, j'ai donné, c'est mon appellation, c'est mon nom. Je Mais vous pose fais une l'honneur à question. mon père. Je vous réponds tout de suite, monsieur Michel Ngachou. Les téléspectateurs nous regardent. Comment vous vous appelez?
Gatchou. Michel Gatchou. Non, formez la phrase. Je m'appelle... Vous êtes qui pour vous appeler? Mais c'est mon nom. Vous êtes qui pour vous appeler? On m'appelle. On m'appelle. Qui vous a donné le nom? On m'appelle. Non, mais je vous donne qui vous êtes pour vous appeler. On Les Français vous ont tué. Les Français vous ont tué. Je m'appelle. Tu es qui pour t'appeler? On m'appelle. D'accord. Quand vous arrivez au village, vous entrez, on dit, on ne vous demande pas quel est ton nom, on te demande, tu es le fils de qui? On demande l'éloge. Non, tu es le fils de qui? Lorsque tu donnes le nom de ton père, on te demande que, ok, ton éloge c'est quoi? Tu donnes le nom de ton éloge, on sait d'où ta mère vient. Effectivement. C'est une façon d'expliquer pour vous dire, faites très attention avec les noms que vous donnez. Vous ne pouvez pas dire je m'appelle. Non, on m'appelle, on m'a donné le prénom de. Donc, monsieur Michel Gatchou, le nom intervient et joue sur l'enfant à 5 niveaux. Le premier niveau, nous avons le comportement de l'enfant. Vous avez vu, elle a commencé à dire, il se comporte exactement comme tel. Deuxième, la réussite de l'enfant. Vous avez des noms que vous donnez à un enfant, il est bête toute sa vie. Allez fouiller, il est bête. Et il restera bête parce que vous lui avez donné, il y a des prénoms. Vous allez, par exemple, chez les femmes. Vous n'exagérez pas. Non, je vous dis, vous allez chez les Ekam. Il y a le nom Essono qui a disparu. On a enlevé le nom Essono parce que Essono renvoyait au banditisme. À cette époque, il y avait trop de personnes. On a eu même un très grand bandit qui portait le nom d'Essono. On a fait disparaître ce nom. Mais je vous dis, les gens me regardent, monsieur Michel Gatchou. Le nom joue sur la santé de l'enfant. Si vous donnez le nom d'une maman qui était très maladive, d'une grand-mère qui était très maladive, l'enfant se retrouve. C'est une charge que vous donnez à l'enfant. Ça joue sur la vie, la durée de vie de l'enfant. D'accord. Alors, il faut faire très attention. Donc, j'estime que cette femme a lourdement fauté. Lourdement fauté. Et j'invite cet homme tout simplement à attaquer. Oui, l'homme peut attaquer. Pour le civil, l'homme peut attaquer le nom de l'enfant, repartir au tribunal et revoir. On va restituer, on va le restituer, monsieur Michel Gatchou. Merci. Il va expliquer les raisons pour lesquelles il le fait. Merci. Et dit, et finalement là, arrêtez de donner des prénoms français, des prénoms vraiment bizarres à vos enfants. Donnez des noms et des prénoms africains, partout ça existe. Même si on vous appelle Charles Hamel. Charles Hamel. Non, Merci. Charles Hamel, monsieur Michel Gatchou, c'est un... C'est ce que comment je je voulais veux dire. dire, c'est un emprunt. Même si on appelle C'est Charles un Hamel. emprunt. Mais vous enlevez. Je dis c'est un emprunt. Non, Je mais suis, c'est avant ce je que vous les parle, parents faisaient. justement, je profite pour vous le dire, je suis au tribunal, monsieur Michel Gatchou, pour pouvoir attaquer le nom. Je vous le dis. Non, aucun de mes enfants n'a de vos prénoms, la musulman ou chrétien, aucun. Mais les enfants n'ont pas de prénom. Les enfants n'ont pas de prénom. Ça, je vous le dis, ils n'ont pas de prénom. Donc j'ai retiré et moi, j'ai attaqué le mien pour dire non. Nous, on adore des prénoms. Bah écoutez, Oui, c'est oui, un choix, mais vivement quand même que l'Afrique soit vivement qu'il y ait un retour. Forcément, pas... Non, Vivement vraiment. qu'il y ait un retour. On est sensible, surtout beaucoup plus les femmes, à donner des prénoms à des enfants. Pas forcément des personnes directes ou encore Il y a des des prénoms entourages. africains. Allez Mais je pense qu'on a un livre de donner on le a eu prénom qu'on Mobutu veut. qui avait lancé le concept de je pense de la zaïrisation, je pense bien, excusez-moi, où il avait décrété Mobutu c'est Kokoko Wendowaza Banga. Son nom, allez au Congo, les Kofi Olomide et tous les noms, vous voyez, il n'y a pas de prénom chrétien. On a réussi à couper ça de ce côté. Pourquoi C'est important quand même que, en ce qui concerne les religions africaines, les réalités africaines, les appellations, il y a de très beaux prénoms africains. Très beaux prénoms africains. C'est bien dommage qu'il y ait, on va dire, cette inculturation, cette même déculturation de notre part, qui fait que nous avons l'impression, et il faut bien sûr le dire pour finir, que c'est avec l'arrivée des séries TV. Comme Bombo tout à l'heure le disait, vous avez eu Dynasty, vous avez connu les Isaora, vous avez connu les Brandon dans... voilà un prénom qui a gagné. Les Brandon, les marches. Et tout le monde voulait donner l'appellation Brandon à son enfant. Et finalement, les Brandon aujourd'hui deviennent quoi concrètement? Bon, j'ai un mot qui s'appelle Brandon. Allez, tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question du trafic d'ossements humains dans ce pays. Comment comprendre la situation que traverse le Cameroun ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois avec cette affaire de trafic d'ossements humains?
Avant peut-être d'aller, posons la question de savoir qu'a-t-on fait avec le phénomène, où est-ce que les enquêtes nous ont-elles porté avec le phénomène de trafic d'organes humains à Mimboman, là-bas à Yaoundé. Les conclusions ont été lesquelles? Point d'interrogation. Les commanditaires ont-ils été interpellés? Autre point d'interrogation. Depuis quelques mois, des individus aux instincts sadiques, voire cyniques, se sont lancés dans une entreprise peu orthodoxe qui consiste à exhumer les corps pour récupérer des organes à des fins mercantilistes. Les cibles généralement les plus visées sont les tombes des musulmans parce qu'ils ne sont pas assez profondes. Les peaux des morts sont devenues la chose du monde la plus recherchée. Comment comprendre qu'en dépit des menaces que fait peser le code pénal, le marché du trafic d'ossements humains se porte plutôt très bien au Cameroun, en témoignent les arrestations de trafiquants qui ne cessent de se multiplier. Selon les dispositions de l'article 274, alinéa 1 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, celui qui viole des tombeaux ou sépultures, profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non. Comment comprendre que l'interpellation et la présentation des présumés trafiquants d'ossements humains devant la presse n'a toujours pas réussi à dissuader les éventuels profanateurs de tombes? Quelle est l'identité des individus qui organisent cette traque d'ossements humains dans ce pays? Les informations glanées à bonne source attestent qu'ils sont dans la multitude des conducteurs de motos ou de taxis, des commerçants, des paysans, parfois des ménagères ou encore des leaders religieux ou chefs traditionnels. Rappelez-vous de cette vidéo qui a fait le tour de ce pasteur auprès de chez qui on a retiré, exhumé plusieurs corps enterrés au sein de son domicile. Comment comprendre l'inertie des responsables en charge de la sécurité dans ce pays qui ne prennent pas ce phénomène à bras le corps? Savez-vous que des plaintes fusent à travers le pays pour profanation de tombes? Les régions de l'Est en tête, centre, littoral, sud, l'Ouest Cameroun, Sud-Ouest et Nord-Ouest dans la partie anglophone sont les plus impactés par ce trafic d'un nouveau genre. Il faut dire que ces dernières semaines, le Nord-Ouest est en train de prendre la tête à travers ce trafic d'ossements humains. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête que les exécutants, jamais les profanateurs, jamais ceux qui payent le lourd, le cash à ces différents exécutants? Comment comprendre que certains trafiquants réussissent à échapper aux griffes des forces de sécurité à coût de millions de francs CFA? Comment comprendre le fait que le trafic d'ossements humains soit un marché qui se porte très bien dans ce pays? Rappelons-nous que le mardi 30 juin 2020, dans la ville de Fumbot, un chargement d'ossements humains estimé à une valeur de 50 millions de francs CFA a été arrêté par les forces de sécurité. En octobre 2020, 4 autres individus avaient été interpellés en possession d'un squelette humain complet dans la ville de Douala. Les malfrats avaient alors avoué qu'ils comptaient vendre ces restes humains pour 15 millions de francs CFA. Rappelons-nous que mi-janvier 2021, les étudiants âgés de 18 à 22 ans ont été arrêtés pour les mêmes motifs dans la localité de Menganga. Le 9 mars 2021, un jeune homme de 24 ans a été arrêté par la gendarmerie de Douala dans la région du littoral pour trafic d'ossements humains. Le jeune trafiquant avait avoué avoir déterré les ossements de ses 2 grands-mères pour un montant d'environ 1,5 million de francs CFA. Entre avril et juin 2020, une dizaine de trafiquants d'ossements humains ont été interpellés par la gendarmerie. 3 mois plus tôt, 3 présumés trafiquants d'ossements humains âgés de 20 à 23 ans, dont un élève avait été arrêté par les éléments du commissariat central de Kribi dans le sud Cameroun. Tout un réseau de trafic ou de trafiquants d'ossements humains avait été démantelé dans la zone du Noun. Ce phénomène est à l'image du fonctionnement de la société dans son ensemble. Il n'est plus véritablement de sacré au Cameroun, ou du moins il tend à se diluer. On est en plein dans la crise des valeurs. Certains sont désormais capables de relativiser les valeurs ancestrales ou même de les ignorer au nom de la modernité ou de la rechercher ou de la recherche de leur pitance. De plus en plus, on note une recrudescence des cas de profanation de tombes ou encore d'assassinat de femmes, d'enfants. Des cas d'enlèvement d'enfants en passant par des cas de vol, des dépouilles dans les morgues des hôpitaux. Les corps sont ensuite dépecés et désossés. On a appris
que dans certaines zones, notamment dans la zone de l'Est, on enlève des enfants, on les kidnappe, on les assassine, on laisse pourrir et on désosse, permettez-moi, histoire d'aller vendre. Quelle est donc l'identité de ceux qui achètent? Posons-nous des questions. Rappelons-nous que l'année dernière, le sous-préfet de Mandjou, là-bas à l'Est Cameroun, avait réuni le village, les chefs traditionnels, les populations, et avait demandé 2 points. Je cite, je vous le dis ce qu'il avait dit. Les tombes, chère population, les tombes devraient être plus profondes pour que les corps soient à l'abri des exhumeurs et que les cimetières soient gardés par des vigiles. Si vous décidez d'enterrer dans votre concession, arrangez-vous à mettre des gros bras pour surveiller afin qu'on ne vole pas, parce que même vivant, on peut vous voler et vous désosser. Ainsi va la République, ainsi va les exécutants, ainsi va les commanditaires. Jamais on les interpelle, on ouvre des enquêtes, on les clôture sans que le peuple ne soit informé. Beaucoup, cher Lamine Bathieu, pour cette colère exprimée, en même temps en espérant que les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin peuvent s'y retrouver sur l'exhumation des corps et la vente des ossements humains qui est justement aujourd'hui à pignon sur rue. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à une telle attitude? Qui sont ceux qui sont tapis derrière ce commerce d'achat des ossements humains au Cameroun? On a quand même entendu pas mal d'histoires dans notre jeunesse où on faisait savoir que beaucoup rentraient dans cette pratique, du moins d'achat de ossements humains, parce qu'en réalité, ces derniers également rentraient dans des pratiques, on dira, hors normes. Alors, comment comprendre aujourd'hui que non seulement à côté de ceci, qu'il y ait des silences, si vous voulez, du gouvernement? Salamel a pris l'exemple de l'affaire de Mimboman. Souvenez-vous, on avait retrouvé à un moment donné à Mimboman des femmes qui étaient tuées littéralement et on coupait certaines parties du corps. On a eu des cas également comme cela à Yaoundé, précisément au quartier Colbison. Jusqu'aujourd'hui, aucun résultat d'enquête, ce qui laisse croire en réalité que les commanditaires ne sont pas loin dans le sérail. Pourquoi rentrer dans une telle pratique? Qu'est-ce que ça rapporte? Comment en sortir? Les questions sont posées ce matin, mais surtout, comment veiller aujourd'hui, Mbon Bengan, sur nos tombes, sur nos cimetières? Parce que là, ça semble devenir très compliqué pour les Camerounais aujourd'hui. Non, le trafic d'ossements humains a plusieurs orientations, mais 2 semblent principales. La première, vous l'avez dit, c'est des pratiques de sorcellerie. Des pratiques de sorcellerie qui sont liées à des pratiques cultuelles qui nous viennent d'ailleurs, notamment, on va peut-être épingler une église, oui, il y a des églises qui utilisent les reliques des gens pour procéder à certains rituels. L'autre pratique, c'est justement la vente, parce que même lorsqu'il y en a, j'allais dire, qui ont créé une industrie de vente, mais ce n'est pas les personnes-là qui les utilisent en dernier ressort. Donc il y a toujours, je vais dire, ils servent des relais pour, aux agents commerciaux, tout ce que vous voulez, mais des relais aux destinataires finaux. Donc pour les mêmes pratiques. Quelquefois, on vous dira de livrer les ossements humains d'une personne, d'une femme qui a atteint un certain âge. On a besoin des ossements humains d'un albinos, on a besoin des ossements humains d'un aveugle, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des commandes comme ça, mais c'est pour des pratiques rituelles d'édition. Justement, et c'est ça qui constitue l'une des incongruités dans notre situation africaine. Les gens qui sont venus d'ailleurs, ils vous disent, vous faites des pratiques de sorcellerie, vraiment, vous faites des ceci, mais ils entrent là, parce que nous, on dirait ce métier, ils entrent là, ils le font, et vous les accompagnez, faire des pratiques de sorcellerie, et vous j'allais dire, vous piétinez vos cultures, vous insultez votre culture, qui, elle, a des pratiques saines. Et ça a donc donné ceci que ceux qui sont considérés comme les vrais prêtres indigènes, c'est eux qui sont considérés comme les sorciers. Et les sorciers, eux, ils pilulent. C'est pour ça que Charles Lamel a posé la question de savoir, mais à qui sont les destinataires et pourquoi les enquêtes ne sont jamais bouclées? Parce que les gens, justement, les utilisent pour des pratiques de puissance, des pratiques de domination. Et l'autre chose également, pour ceux qui sont beaucoup plus cyniques,
lorsqu'on a un ossement humain de votre famille, on peut vous détruire. On peut décimer toute une famille si on a votre ossement humain. Donc, c'est des pratiques malveillantes. Mais pourquoi l'État ne fait pas d'efforts pour encadrer? Il y a un magistrat qui est devenu qui était à un moment donné un consultant de l'émission Regard Social. Il s'appelle Bitonde. Il est maître Bitonde. Il était d'abord magistrat. Oui. Il a eu un coup comme ça ici. Il était président du tribunal. On assassine un enfant de 11 ans, s'appelle Nyobe, en novembre 1996, je pense. Il y a même des commissaires de police qui étaient impliqués dans l'affaire, un détenteur de boîte de nuit très connu à Douala. Et le magistrat Bitonde qui se charge de l'enquête, on vient le corrompre, il prend l'argent, il épingle l'argent sur le dossier pour dire, voilà les preuves qui montrent qu'en fait les gens mis en examen pourraient être des coupables, Bien sûr. Après, on lui dessaisit le dossier, on envoie le dossier à Bafoussam. Voilà. Et après, on va trouver justement le Nigérian qui avait décapité l'enfant. Maintenant, les vrais commanditaires, on ne les retrouve jamais. On ne les retrouve jamais. Et justement, le tribunal les a blanchis. Dire justement... Et lui, Bitonde, justement, il a eu... comment on appelle ça? Rétrogradé. Il a été rétrogradé. Et c'était devant le président de la République. Il dit au président de la République, moi, je n'ai pas d'avocat, je plaide moi-même. Il a plaidé au Conseil supérieur de la magistrature. On a plaidé, on dit que bon, d'accord, on t'a compris, mais on l'a rétrogradé. Donc, quand vous voyez donc que c'est là, voilà un magistrat qui a osé, qui est allé même devant le président du Conseil supérieur de la magistrature en lui disant, monsieur, le président, voilà. Mais on le rétrograde quand même. Bon, vous allez comprendre quoi. Alors, c'est donc la preuve par 1000, justement, qu'on a toutes ces situations au Cameroun où on ne connaît pas toujours les réels commanditaires. Dit-on protéger? Pas encore. On cache. On cache pas. D'accord. On ne connaît Protégé donc par la justice camerounaise de Dominique Audrey. C'est ce qu'on doit comprendre. Personne n'ose les toucher parce que, comme Mokle l'a expliqué, utiliser des ossements pour des pratiques, ça fait passer d'un niveau social à un autre. Ça donne énormément d'argent, ça donne des pouvoirs surnaturels, ce sont des remèdes pour être transparent, disparaître un peu. Donc, ce sont des gens qui peuvent tout, d'une certaine façon, du moins Dieu est la limite, qui peuvent tout faire, qui peuvent aller n'importe où, qui peuvent tout avoir. Donc ce genre de personnes, forcément, on a toujours envie de les avoir avec nous. Le mal aujourd'hui, c'est que les commanditaires ne vont pas d'eux-mêmes. Ils réussissent à enduire les plus jeunes dans cette histoire. Souvenez-vous, en Menganga, en 2020, il y a de jeunes élèves âgés entre 12 et 20 ans qui ont été interpellés, 6, parce que non seulement ils se préparaient à kidnapper un monsieur, à le tuer, les articles le prouvent, à tuer cet homme et à ensuite vendre les ossements, mais le monsieur a été prévenu avant et il a pu être sauvé. Mais lorsqu'on rattrape ces jeunes enfants, ces 6-là, on les a retrouvés, ils avaient déjà déterré un autre corps pour aller vendre les ossements. Donc on a une jeunesse qui finit par être tellement formatée, tellement manipulé, disons même envoûté, puisque ce n'est pas trop différent des porte-monnaies magiques qui vous demandent de remplir certaines conditions pour avoir de l'argent. Si vous dites à quelqu'un, va simplement déterrer une tombe, tu vas te retrouver avec 10 millions, ça donne à réfléchir tout de même. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent, ça c'est clair. Ce serait quand même hypocrite de dire le contraire. Et maintenant, on est en train de cultiver au sein de notre société, la facilité à l'avoir. En 2018... La justice ne devrait-elle pas justement faire savoir aux Camerounais qu'on ne se limite pas à ceux-là qui ont été identifiés comme d'éventuels pratiquants? Mais pourquoi la justice ne donne pas des résultats d'enquête, un peu comme sur l'affaire de Mimboman jusqu'à aujourd'hui? Le code pénal se contente de punir d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans toutes les personnes qu'on trouve en train d'exhumer, manipuler et tout ça. C'est tout. On va vous demander entre 10 000 et 100 000 francs. C'est là que la justice s'arrête. Mais maintenant, il y a un problème d'éducation dans le fond. Il y a un problème de société. Le manque d'emploi
génère malheureusement ça. On est obligé parce que ils vous diront qu'ils avaient faim. Souvenez-vous de celui qui est passé au reportage, qui allait déterrer sa grand-mère. Il vous dira que non, il avait faim, il n'avait pas de quoi manger et on lui a proposé, il est simplement allé faire. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la tradition, il n'y a pas un moyen d'empêcher que cela se fasse? Peut-être c'est le seul endroit vers lequel on peut se tourner parce que jusqu'ici, on ne pourra pas mettre un policier devant chaque tombe. Ou bien on a un devoir d'éducation de masse à faire à ce niveau-là. Est-ce que c'est l'occasion justement de dire, Isabelle Carrosse, peut-être qu'il faudrait que nos frères et sœurs qui sont pour la plupart dans des grandes villes comme Yaoundé, Douala et autres, si vous permettez, en 2018, le procureur général à l'Est là-bas, il devait s'appeler Monsieur Zimbomo, quelque chose comme ça, il a fait savoir aux populations que lorsque les gens viennent tracer les routes, parfois, ils s'arrangent à tracer les routes au niveau des tombes. C'est une façon malsaine de manipuler l'attention et de prendre les corps. Et d'autres viennent même, ils se focalisent sur un terrain en disant ça c'est mon terrain, je le prends. Alors que cet endroit est jonché de tombes, ils construisent dessus et ils exhument sans que personne ne fasse rien. Donc il faut attirer l'attention. Et ils ont fait savoir qu'il faudrait que les parents aient un travail de fond à faire sur l'enfant. Oui, des enfants qui ont des diplômes, c'est bien, c'est important, mais quelqu'un qui a un doctorat, qui a la tête vide, vraiment ça ne sert à rien. Et est-ce que c'est l'occasion justement de dire aux communautés, aux grandes communautés qui vont enterrer dans des villages et viennent rester en ville parce qu'on cherche tous la vie comme on dit souvent, de faire très attention parce que là au village, pendant que vous êtes en ville, vous vous dites bon, papa et maman ou les grands-pères reposent en paix là-bas, il y a des gens qui passent derrière se faire les restes comme un butin. On devrait s'en méfier, non? Oui, énormément. Il y en a même qui viennent pour pouvoir simplement apprécier le vêtement qu'aborde le cadavre. Il y en a qui viennent simplement pour apprécier même le cercueil, pour pouvoir le dérober. Je crois que ça traduit simplement le contexte dans lequel on vit, le contexte de précarité, le contexte d'instabilité, le chômage ambiant, l'oisiveté des jeunes, de la population tout entière et le niveau de famine vraiment qu'on a au Cameroun. Sinon, comment vous allez justifier qu'une personne se penche sur des ossements humains pour pouvoir vraiment se faire de l'argent? Une personne qui a un emploi, qui a une famille à s'occuper, des enfants à gérer, vraiment qui est au minimum épanoui, peut-il avoir de telles pensées? C'est la question qu'on se pose. Mais une telle pratique prend quand même, hein, on entend parler de plus en plus au Cameroun. Quand vous allez dans une localité comme celle peut-être du Noun, vraiment, le trafic d'ossements humains là-bas, c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire que ça n'effraie plus personne. Dans le Noun, on ne peut pas passer une semaine sans parler de trafic d'ossements humains. Décidément, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Qu'est-ce qui se passe là-bas pour que vraiment ça puisse prendre des proportions aussi inquiétantes? Et même si les forces de maintien de l'ordre tentent bien que mal de pouvoir arrêter quelques-uns, on comprend que vraiment ça ne représente rien par rapport au nombre de plaintes qu'on a au quotidien de ce côté-là. Est-ce que le Cameroun a assez de moyens? Oui, peut-être les moyens, mais le moyen pour éradiquer ce phénomène, je crois, et je pèse mes mots, peut être celui de l'éducation de masse en profondeur. On met à contribution les chefs supérieurs, on met à contribution quand même les psychothérapeutes, etc. Est-ce que ça peut donner... Je vois que ce sera quand même un peu insuffisant parce qu'on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Une personne qui a affamé Michel, peu importe le discours que vous tenez, aura du mal à vous écouter. Alors pour qu'un tel message puisse passer, il faut d'abord qu'on puisse apporter un minimum dans les infrastructures sociales de base, qu'on puisse développer, qu'on puisse créer au moins des emplois, au moins pour les occuper. Là, au moins, un tel discours peut commencer à prendre corps. Ce n'est pas pour les encourager à faire ce genre de pratiques qui sont vraiment... Parce que là, c'est comme une malédiction que vous portez. Allez déterrer le corps d'une personne. C'est une malédiction. C'est une malédiction parce que vous ne savez même pas vraiment qui est cette personne, de quoi est-ce qu'elle souffrait, comment c'est passé. Moi, je me demande vraiment comment est-ce qu'ils s'arment pour pouvoir aller faire de telles pratiques, déterrer carrément un corps. Ça, il faut vraiment... Je ne sais pas quel cœur on a pour faire mais fondamentalement, justement, Chalamel a posé un problème sérieux. Ce sont très souvent les résultats d'enquêtes autour de tous ceux qui sont pratiquants de la manipulation, justement, des dépouilles aujourd'hui ou des restes des uns des autres. Et il faudrait justement que la justice camerounaise s'exprime sur cette question. Et il faudrait peut-être aussi que ceux et celles qui nous regardent ce matin fassent très attention parce que dans les villages aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante.
Allez, merci, vous faites bien de rester sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. En ce 19 mai de l'an 2021, bonjour à vous, si à l'instant vous vous joignez à nous. Eh bien, bonne fête bien évidemment de l'unité nationale, à ceux qui estiment qu'aujourd'hui on vit dans l'unité nationale. Bonne fête également à ceux qui au Cameroun aujourd'hui souhaiteraient revoir au plus vite la résolution de la crise anglophone qui continue depuis 5 ans quand même de faire beaucoup de morts. Et ces derniers jours, madame, messieurs, beaucoup d'informations en provenance de Bamenda, de Buea aujourd'hui. Le regard reste encore rivé. Et chaque fois, pour ceux qui sont ici dans la ville, des messages en permanence de décès, de personnes mortes là-bas et des enterrements inopinés. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'escalade de violence en soit à ce niveau aujourd'hui? Peut-on toujours rêver d'un Cameroun fort, uni et prospère? Peut-on toujours rêver d'un Cameroun dans lequel chaque Camerounais pourrait se dire fier d'y vivre? Peut-on rêver, bien sûr, que lendemain, ou encore que ce soit, que le chef de l'État, au moins, même si beaucoup estiment que les 19 ne parlent pas, l'an dernier on l'a entendu, au moins qu'il revienne sur la question de la crise anglophone qui continue quand même de tuer pas mal de Camerounais de ce côté. On n'en parle presque plus aujourd'hui. On tente tant bien que mal de verrouiller l'information, mais dire honnêtement que ça va très mal de ce côté pour des informations en notre possession, tout en appelant bien sûr le gouvernement camerounais qui est quand même en front line, si vous voulez, à trouver des solutions urgentes. Appeler également nos frères et sœurs de l'autre côté à revoir le comportement pour qu'on puisse vivre, quoi qu'il en soit, l'unité qui nous encadre en permanence. Mais surtout, restons vigilants. Qu'est-ce qui peut expliquer que des presses camerounaises aujourd'hui aient choisi simplement d'afficher Maurice Kamto en une? On a eu d'ailleurs certaines qui ce matin sont revenues avec la question évidente concernant l'affaire Survie Cameroun et étant tant bien que mal de salir pleinement l'image du professeur Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Peut-on dire simplement qu'on va faire du moins table rase de tout ce que le régime quarantenaire a fait pendant 40 ans aujourd'hui sur la gestion des biens publics? Peut-on comparer l'affaire Survie Cameroun aux nombreuses malversations financières connues au Cameroun imputées à beaucoup de pontes du régime? Peut-on au moins faire le lien entre l'affaire SCI Cameroun aujourd'hui et la gestion, la construction des stades aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une presse camerounaise prenne fait et cause et ne rentre pas en profondeur sur ces questions, alors qu'en même temps, Maurice Kamto a tout fait pour dire aux Camerounais où il en était? Restez des nôtres, mesdames et messieurs. Avant la pause, quand même, une question nous interpellait concernant ces Camerounais qui choisissent d'aller exhumer des corps dans des tombes et en faire ce qu'ils veulent, justement des ossements humains, quand on sait bien sûr que la loi camerounaise punit ceci sévèrement. Pourquoi la justice ne va pas plus loin et surtout trouver les vrais commanditaires aujourd'hui? Charles Lamel, quel espoir pour les familles, pour les Camerounais et pour ceux qui ont encore des corps dans le village? Je commence par tirer un coup de chapeau au sultan des Bamou qui a pris sur lui d'instruire que désormais il n'y a plus d'enterrement, que chaque village ait des gros bras et qu'on ratisse tout le noun à la recherche de ces brigands. Donc il faut dire qu'au niveau du sultanat, ils se sont organisés pour qu'on n'entende plus parler de cela. Vous allez dans la région de l'Est, au centre, dans le littoral, au sud-ouest, à l'ouest, au sud et au nord-ouest, qui est en train de battre véritablement des records. Je vous dis, en ce moment, le nord-ouest bat des records. Il n'y a pas 2 semaines, au cimetière de Bengui, à 15 km de Bamenda, M. Michel Gatiou, on a découvert un trou. On a découvert un trou avec plus de 7 à 8 corps déterrés. Ouais. C'est la consternation, les gens se posent des questions. On va dire c'est des Ambabouis, non, c'est pas des Ambabouis. Regardez que le Cameroun est en train d'aller d'un palier inférieur à un palier supérieur. Nous sommes en train d'atteindre le niveau, bientôt on va dépasser le Gabon. Parce que c'est le Gabon qui est passé maître dans ce type de comportement. C'est le Gabon de ce type de pratique. Il faut juste savoir, rappelez-vous de l'affaire de la femme, une honorable qu'on avait interpellée qui pilait un bébé, qui avait fait piler le bébé dans un mortier. Ouais. Rappelez-vous de cette histoire, pour vous dire à quel degré. On a commencé avec les organes, le trafic des organes humains, après le trafic des organes. Maintenant, on est à déterrer, exhumer les morts et sentir d'atteindre des niveaux. Dans la préparation de cette chronique, M. Michel Gatiou, je me suis rapproché des médecins qui m'ont fait comprendre que
Les commandes sont passées, le personnel médical à un moment donné est infiltré. Ceux qui tiennent les morgues sont infiltrés. Bon, vous parlez du genre. Lorsque c'est un albinos qui arrive, vous savez que très peu d'albinos vont dans les morgues. On n'admet pas les albinos. Les albinos ont un enterrement, un traitement particulier. Ouais. Mais il y a certaines personnes pour qui ça ne représente rien. On envoie le corps à la morgue pour les services. Il y a des gens qui vont dire on a besoin de cheveux, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Pour des enfants qui arrivent, donc il y a tout un réseau. Il y a ceux qui arrivent pendant les levées de corps et qui payent leur billet, qui viennent payer le ticket par rapport au genre de mort et accompagnent pour aller voir le lieu. Vous vous retrouvez avec des gens qui voyagent avec vous, vous dites que c'est des amis, c'est des copains. Ils viennent dans le lieu, dans le village, voir. Ils assistent, vous finissez d'inhumer, il cherche une chambre dans un hôtel, il reste tranquille, il a observé la concession, il attend 2-3 jours. Vous savez que le principe c'est venir déposer et rentrer tous en ville, abandonner les villages. Il profite donc pour poser ce genre d'action. Ça c'est dans les enquêtes qu'on a appris un certain nombre de choses où vous avez des gars qui se déplacent. J'ai eu aussi le temps de regarder M. Michel Gatchou, un documentaire, ça se passe au Mexique, où la CIA, les équipes de la CIA, ils ont remonté jusqu'à se rendre compte qu'il y avait des maires dedans. Il y avait des barons du régime, des autorités. Il y avait des gourous, des grands prêtres des églises et tout le consort. On a ramassé toute la chaîne, M. Michel Gatchou. Donc, pourquoi est-ce que dans ce pays, on se contente de ne prendre que des pauvres exécutants alors que les commanditaires sont plus dangereux? Je dis plus dangereux. Un exécutant, on le recrute à temps et à contre-temps. Un exécutant, M. Michel Gatchou, vous avez vu des gens qui allaient voler à une époque dans le quartier, le gars arrive, il voit le pouce là, il va voler, charge le pouce. Après, il dit non, il cherche le pousseur, pousse ça, amène-moi ça vraiment. Et tout, il paye, je donne 5 000, je suis pressé, viens me déposer à tel endroit. Alors que c'est le vol, on attrape le pousseur, on le tape, on le brûle, alors que ce n'est pas le gars qui a volé, on a tout simplement commissionné. Donc il faudrait que nos forces de maintien de l'ordre. J'ai discuté avec un inspecteur de police qui m'a fait comprendre que les gars, même quand vous les prenez, ils sont liquides. Ils ont des avances, ils sont liquides. Parfois, vous prenez un gars comme ça et dites que tu donnes 3 millions, laisse-moi. Je parle. C'est à l'appréciation de l'individu qui a mis la main sur lui de dire ok, non, ma conscience va me juger, je t'amène. D'autres le disent, donne-moi. Si tu ne veux pas avec ta malchance, tu vas aller tomber là, on va te prendre. Donc vous voyez que les mentalités, moi, je le disais tout à l'heure, il faudrait véritablement qu'on procède à l'éducation des mentalités. Les jeunes aujourd'hui sont en train de courir Comment donc, Chalamel? Parce que là, c'est la question fondamentale. Comment procéder à cette éducation des mentalités aujourd'hui? On n'entendait pas ça il y a 15, 20 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que c'est la jeunesse qui est suffisamment impliquée dans cette trafic de sements humains? Quelle que soit l'identité des commanditaires, qu'on mette la main sur eux, on les affiche. Si vous voulez changer la mentalité, ce n'est que ça à faire. Attraper les commanditaires, les mettre au rond-point Bonacoma, à la place du gouvernement de Bonadjo, les mettre à la poste, le poste central de Yaoundé, et dire voici les gars, ce sont eux qui payent cela. Vous savez que beaucoup utilisent cela dans les boîtes de nuit. Bien sûr. Vous êtes obligé, vous arrivez, vous vous retrouvez dans les boîtes de nuit. Beaucoup utilisent ça pour jouer avec l'esprit des morts. Pour jouer avec moi, je vous assure, il y a tellement de choses. Le Cameroun est en passe, rappelez-vous de ce propos de Charles Teba Yéné, est en passe des histoires de loges et consorts. On va battre les records, M. Michel Gatchou. Le dehors n'est plus le dehors que nos parents ont connu. Le dehors a changé. Des hôtels, on utilisait ça dans les hôtels. Ça, c'est un trafiquant qui disait on utilisait ça dans la construction des hôtels, on utilise ça dans la construction. Vous vous demandez tout ça pourquoi? Surtout faites très attention aux nombreux restaurants dans lesquels nous mangeons aujourd'hui, parce que on vous invite au restaurant, vous n'êtes pas là pour voir comment on est en train de faire le plat derrière. Mais lorsque le plat est servi, vous ignorez véritablement ce qu'on vous a servi dans ce plat. Il faut donc faire très attention. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que, Bobo Bengan, en une minute, dites-nous, est-ce que les autorités traditionnelles, je veux dire, les chefs religieux de la tradition, les gardiens, ne peuvent pas faire quelque chose de plus vite? Est-ce qu'on ne peut pas, je dis n'importe quoi, lorsqu'on enterre quelqu'un, faire une pratique pour dire que si tu touches la tombe et puis voilà, est-ce qu'on ne peut rien faire et laisser justement que cela continue de prospérer comme ça? Moi, on ne déterre plus mes morts dans mon clan de commencer ça. Mais comme le pays a été divisé en Batoustan, vous avez vu les autorités, ce qu'on appelle chef traditionnel, aussi l'aide d'administration, sous-préfet et tout. Après, il est arrivé que les obsèques sont dirigées par les leaders religieux. Le prêtre, le pasteur viennent, ils nous narguent même.
Mais moi, dans, j'allais dire, mon clan, chaque fois que je suis interpellé, si quelqu'un veut exhumer, il meurt. Automatiquement. Oui, mais absolument. Voilà. Il meurt, et ils le Alors, savent. donc, Il y a des pratiques de telle manière que la bénédiction, que je peux appeler le terme, qu'on fait sur le cercueil quand on le dépose tout seul, fait que dès lors que vous commencez vos incantations, parce qu'il y a des pratiques où on tire les gens, on vous fait dormir, ce que vous le savez, on vient, on tire le cercueil, on prend le truc. Dès que vous commencez ces incantations, vous vomissez le sang et on vous prend. Faudrait-il peut-être mettre un chef, des choses comme ça. Parce que ce que le sultan Bamoun a mais le mis en code pénal, place, lorsqu'on vous dit, on dira à pratique de sorcellerie. C'est bien dommage. C'est pour ça que certaines autorités traditionnelles comme nous, ICK, je préfère, mais il faut le faire. Puisqu'en fait, c'est ça notre culture. On ne peut pas ne pas le faire en disant que bon, les églises, ils sont venus. D'ailleurs, ils ne savent pas comment on entretient les tombes, comment on fait ci, comment on fait ça, comment on protège la descendance d'un clan. Merci beaucoup, Bobo Bengan, cher Lamel, pour la colère exprimée, Dominique Audrey également et Isabelle Carozepes. Je voudrais avec vous, Isabelle, rapidement, que l'on prenne les messages des téléspectateurs. Ils sont quand même assez nombreux à réagir. C'est sûr aussi l'interactivité. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-bas? Dans le Noun particulièrement, le trafic des ossements humains est monnaie courante parce que ces personnes recherchent une vie meilleure. Où va le monde? Nous est là depuis Yaoundé. Il faut préciser qui que envoie des messages. Les musulmans n'enterrent pas à 2 mètres comme les autres. Les musulmans n'enterrent pas profondément. C'est pour ça que dans cette zone, ce n'est que les cimetières musulmans qui sont le plus ciblés. Vous l'appelez même dans la zone de l'Orbesso, à une certaine période, on a commencé à décrire parce que la culture musulmane, ils ne reviennent jamais là où ils ont enterré. Ils reviennent juste enterrer, après ils s'en vont, c'est terminé. Donc les gars viennent, il n'y a pas ce système de contrôle. C'est pour ça que vous voyez dans le nom de ces musulmans, c'est beaucoup plus regardé, les gens sont beaucoup plus regardants là-bas. Merci beaucoup, M. Mbachou. Bonjour à vous, Priska, depuis Bepanda. Maman, la femme là a trompé son mari. Je connais une autre qui avait donné à la fois le nom et le prénom du patron. Quelle honte. Non, elle n'a pas trompé. Le problème, c'est qu'elle manque de communication, elle manque d'appréciation des choses. Bonjour le panel, merci de nous éclairer au quotidien. Le fait de donner le nom ou le prénom du patron à son enfant ne cause aucun problème. La preuve, mon patron a au moins 12 aumôniers partout dans le monde, venant de ses amis, ses frères, à cause de sa bonté, de sa vision dans les affaires. Julien Tiani, depuis Douala. Inspiration, commentaire, Chalamel? Monsieur Michel Gatchou, lorsque on veut introduire quelqu'un dans la famille, ça peut être un ami, ça ne se refuse pas. Ça peut être un ami, mais ça se négocie. Aujourd'hui, j'ai décidé, je suis tout le temps avec M. Gatchou, je marche avec lui, nous tenons ensemble son comportement et tout. Je souhaite lui donner le nom. Tout à fait. La famille donne son approbation. On peut trouver l'équivalent parce que chaque nom a une signification. Tout à fait. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Chaque nom a une signification, un but. On peut dire, si chez Anabaranté, ça veut dire Ngachou. Si la personne qui veut donner le nom de chez les Tchans, c'est Ndemanou, on va prendre Ndemanou. Si ce n'est pas Ndemanou, on prend la même signification, c'est Sikati. Si ce n'est pas cette Sikati, donc on trouve et on donne la même appellation pour respecter et rester à l'intérieur. Ça ne se fait pas au hasard. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à l'équipe. Par rapport à l'histoire du jour, j'ai envie de dire que cette femme a franchement dérangé. Le fait d'avoir posé cet acte honteux prouve à suffisance qu'elle se moque de son mari depuis longtemps. Sinon, pourquoi avoir caché? Qui est-elle pour prendre une telle décision sans au préalable consulter son mari? Je voudrais quand même... Pour elle, apparemment, c'est de l'ignorance. Oui, peut-être. Voilà. Mais peut-être de l'ignorance qui l'aboutit. Le mot de la Bobo Bengan. On fait quand même un problème. Je ne sais pas s'il y a des Camerounais qui pensent comme moi. Est-ce que ça devrait vraiment faire un problème? Parce que j'écoute encore une des chansons de... Comment ça s'appelle? Je m'échappe. Et Bois-le-Tin, qui vous dit, dans une de ses chansons, il vous supplie votre femme qu'elle vous accorde au moins la période féconde. Alors, si déjà vous accordez cette période féconde, dites déjà merci à Dieu. Vous viendrez encore vous arrêter sur une affaire dedans. Justement, il ne faut donc pas qu'il y ait des soupçons à ce niveau. Ouais. Ici, l'homme croyait et tout ça, que c'était comme ça. Mais quand on vient mettre le soupçon et comment il découvre, c'est ça qui n'est pas bien. Or, sa patronne et son mari savaient qu'un bonbon allait naître.
Effectivement. Lui et la maman, la femme du patron qui vient, arrive, ils pensent que c'était sûrement, elle n'aurait pas dû faire ça, elle. Ils pensaient que c'était normal, elle vient, comment je vais dire, bercer son mari, c'est son petit mari qui est né. Parce que la patronne va arriver à la maison, elle se rend compte que, écoutez, l'enfant porte Mathieu comme mon mari. Ah ben dis donc, il s'appelle Mathieu, ah ben c'est bien. Donc c'est le ton bombe aussi avec moi à la maison. Et puis, pourquoi on fait un problème? Non, mais sauf qu'elle n'a pas dit que c'est ton bombo. Voilà. On sait que c'est le bombo, elle sait que c'est le bombo. Alexandre Carole. Bonjour, moi c'est Tanga Angèle depuis Yaoundé. Je ne trouve pas un problème à cela. L'homme donne le nom et la femme le prénom. À ce que je sache, le prénom du patron, il n'est pas le seul à avoir ce même prénom. On est vraiment libre de donner le prénom qu'on veut. Je porte mon enfant 9 mois dans le ventre. J'ai aussi d'une part le droit de donner le prénom que je veux. On n'a pas refusé, ma fille. Ce n'est pas là. Justement, monsieur a dit choisis le prénom. Mais c'était encore plus convivial, plus galant, plus élégant de dire ce prénom, c'est le prénom de mon patron, c'est tout. Moi, j'ai eu 3 bombos en 2020. Voilà. 3. Bengan. Oui, tout à fait. Voilà. Mais est-ce que techniquement, Isabelle Carole, comme d'ailleurs vous l'avez tout à l'heure dit, mais j'ai veillé. Est-ce que c'est garder la présence du patron en permanence vis-à-vis d'elle? Parce que comme chez la maladie, c'est toute la vie quand même. C'est éternel même à la limite. Ouais. C'est éternel. C'est éternel. Voilà mon patron, voilà mon patron, voilà mon patron. Donc il faut que c'est lui un ça tellement fort, aussi solide, et on se pose bien la question, qu'est-ce qu'il a bien fait pour que vraiment il décide de le faire? Et au-delà de ça, il y a un problème informé. C'était aussi le mari avait été informé au préalable. Ça ne pose pas de Je problème. ne crois pas qu'on serait à ce stade. Charles, mais est-ce que ça veut dire justement aujourd'hui que ceux à qui on donne ou on attribue parfois des noms, du moins on accorde leur appellation aux enfants, ils devraient prendre ceci avec beaucoup d'honneur? C'est tout un symbole quand même, éternel. Lorsque vous entendez l'appellation Mbombo, voici mon Mbombo, voici mon Mbombo à qui j'ai donné le nom. Vous le prenez, bon les Français ont appelé ça mon homonyme. Mon homonyme, mais mon Mbombo, c'est vous. Ma continuité. Mbombo, mon Mbombo, c'est ma continuité. Tout à fait. Mbombo, c'est-à-dire... C'est moi. C'est moi tout fait. Moi. C'est-à-dire, de la même manière que je suis mon Mbombo. C'est ce que les chrétiens catholiques sont arrivés, ils ont baptisé ça le parrain. Si vous voulez, le parrain. Le parrain, on a trouvé pour diluer, et aujourd'hui les gens s'en vantent, mon parrain. Mais lorsque je dis, viens dire à côté de moi Mbombo, et je dis, quelqu'un dit le parrain, je dis mon Mbombo, ça a deux valeurs différentes. Et deux valeurs différentes. Malheureusement, on a des amis de Carrefour. Parce que tu me donnes trop de billets, je donne le nom à l'enfant. Le jour que tu me donnes pas, toi et moi, on ne sait pas, l'enfant devient le maudit de la famille. Vous voyez, les gens ne prennent pas le temps de juger. On a connu des gens comme ça, M. Michel Gachou, qui, parce qu'ils ont été employés, recrutés, ils ont donné le nom du patron. La première grossesse, le premier accouchement de leur femme, ils donnent le nom de leur patron. Mais après, quand on les vit, c'est les premiers maudits. Justement, comme on parlait tout à l'heure de Biton, maître Biton qui était magistrat, si vous savez qu'à un moment donné, je pense pendant les fêtes de fin d'année, les bombos sont reçus à la présidence de la République. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, quand vous êtes donc dans un environnement pareil, donc c'est pour ça que cette femme, je ne la condamne pas, je ne la soupçonne même pas d'avoir été infidèle. Mais l'ignorance, il fait qu'effectivement, comme il y a les Paul Biya partout, il y a les Chantal Biya partout, il y a même une association des homonymes de couple présidentiel. Merci de rester sur Equinox Télévision, mesdames et messieurs. L'émission c'est 10-12, le Zénith. Eh bien, après le Zénith, c'est quoi? Ben non. Non, après le Zénith, c'est Dieu. Voilà. Bon. Il n'y a plus rien, il n'y a rien entre le Zénith et le Zénith. Merci beaucoup. Allez, Constil Lamine est avec nous, bien installé ce matin. Il nous ramène avec lui Von Bio. Bonjour Constil Lamine. Bonjour Michel Gachou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et consommateurs du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce mercredi matin pour parler de ce complément alimentaire qui fait de plus en plus la fierté de nos nombreux téléspectateurs. Il est important de consommer régulièrement les compléments alimentaires. Il est important de consommer la gamme Von Bio. C'est une gamme de compléments alimentaires de laboratoire Cedorex. Ça fait plusieurs années que nous commercialisons la gamme Von Bio au Cameroun et en Afrique. Le résultat est tellement positif qu'aujourd'hui,
tous les consommateurs de la gamme Von Bio sont devenus des véritables ambassadeurs du concept Salaka. Raison pour laquelle je suis encore là ce mercredi matin pour rappeler à tous ceux-là qui n'ont pas encore pris le train de la gamme Von Bio qu'il est important d'emprunter le train de Von Bio parce que Von Bio, c'est une gamme complète. Von Bio, c'est une gamme de très très bonne qualité, une gamme constituée des compléments alimentaires tels que le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Detox, le Von Bio Relax, le Von Bio Lotion ainsi que le Von Bio Oméga 3, ce complément alimentaire maillot jaune qui fait la fierté de tous ceux-là qui sont diabétiques, de tous ceux-là qui sont hypertendus. Et quand on parle bien sûr de l'hypertension, il est important, chers téléspectateurs, de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3 parce que ça permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet bien sûr de nous rajeunir au maximum. Le Von Bio Oméga 3 permet de nous donner la bonne humeur en longueur de journée. Vous êtes diabétique, alors là, voilà un complément alimentaire important pour les diabétiques parce que ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 que voici permet également de nous prévenir contre les AVC, de nous prévenir également contre l'Alzheimer. Donc tous ces avantages-là se retrouvent à l'intérieur de cette boîte dans laquelle vous avez 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Vous êtes un consommateur des oméga 3. Vous êtes un nouveau consommateur. Vous n'êtes pas encore consommateur des oméga 3. Alors je vous invite à commander dès à présent votre complément alimentaire qui est en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Ceux qui sont hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander le Von Bio Oméga 3, de commander l'huile de poisson, de commander ce complément alimentaire, appelez tout simplement à nos numéros de téléphone et passez votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez également une lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques. C'est uniquement pour les diabétiques. Je dis bien uniquement les diabétiques ont le droit d'utiliser ce lait de toilette. Pourquoi l'utiliser? Ce lait de toilette permet de protéger, de sécuriser, de nourrir et d'embellir la peau des diabétiques, mettant ainsi les diabétiques à l'abri de pas mal de problèmes liés à la peau. Donc, vous êtes diabétique, venez au magasin 1001 ou alors commandez tout simplement votre lotion qui coûte 6 000 francs, votre lotion des diabétiques. Vous l'avez donc en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous ne saurons terminer cette communication commerciale de ce matin sans parler une fois de plus de la pommade contre les hémorroïdes. Alors, j'attire votre attention, chers téléspectateurs, c'est un produit 100% naturel. C'est un produit bio qui éradique totalement les hémorroïdes. Vous en souffrez, vous connaissez ceux qui en souffrent. La solution, c'est avec le concept Salaka, avec sa pommade contre les hémorroïdes en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Constilamine de vous entendre chaque matin sur ces questions, mais surtout sur ces produits mis à disposition pour aider le peuple camerounais effectivement à trouver des éléments de santé quand même. C'est important. Allez, petit clin d'œil, on le sait, hier, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diangoutè, était face au JICAM. Des éléments, un échange nourri quand même a été évoqué. Et la question évidente ce matin de savoir si Diangoutè peut véritablement sauver le dialogue public-privé aujourd'hui, quand on sait que ces derniers, du moins le patronat camerounais devra à nouveau aller investir dans la zone en crise, notamment Bamenda et Boya, le nord-ouest, le sud-est Cameroun aujourd'hui. Quelles sont les garanties qu'a proposé le patronat hier, les patrons du Cameroun? Quel regard pouvons-nous jeter à nouveau pour un retour à la paix dans ces zones en crise? Diangoutè a-t-il une visite méritée hier ou pas? Est-ce que ça peut dire, on peut dire bon, ben, rapidement que ça contraste avec le récent rendez-vous initié entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui n'a pas honoré à l'appel du JICAM pour mieux comprendre certaines données encadrant les secteurs économiques au Cameroun, repoussé d'ailleurs qui a par ailleurs repoussé son ministre délégué à la justice. Est-ce que c'est un signal fort? Le ministre de la Justice n'y vient pas, mais le Premier ministre quand même a effectué un déplacement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ça? Non, ça n'a pas de lien, ça n'a aucun lien.
Vous avez d'ailleurs entendu le discours du président du JICAM. Oui. Quand il a seulement insisté quelque part. Eh oui, monsieur le Premier ministre, nous avons des problèmes d'ordre juridique et judiciaire. Effectivement, nous avons des problèmes, c'est limité. Non, le problème, rappelez-vous, le 23 octobre 2019, monsieur Jean-Yves Le Drian est arrivé au Cameroun. Il a réuni au siège du JICAM et les patrons camerounais et l'Association des Français de l'étranger. Le discours qu'il avait tenu, vous vous rappelez, c'est au cours de cette visite qu'il avait rencontré d'ailleurs l'opposition camerounaise en général, il les a reçus tous, Maurice Kamto, Cabral, tout le monde, Joshua aussi, tous les avait reçus. Il leur a dit, apprêtez-vous à investir dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, parce que la France s'est engagée à soutenir la politique de régionalisme que mène le Cameroun. Bon, nous on est dans la décentralisation, mais comme il y a les régions chez eux, il a assimilé à ça, c'est pas un problème. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Le Premier ministre est venu relancer le secteur privé camerounais pour, suivant, permettez l'expression, les instructions de l'Élysée. C'est pour ça d'ailleurs que leur a dit non, quand vous la rendez, c'est le PNUD qui va, ce n'est pas moi. On aurait bien souhaité, on aurait bien souhaité comment se sortir du JICAM, que le Premier ministre, chef du gouvernement, dise au moins au patronat où nous en sommes avec les questions de sécurité. À quand le retour de la paix pour rassurer les investisseurs. Il faut comprendre le contexte. Beaucoup, vous parlez au Cameroun, ils parlaient comme si on était un État indépendant. Beaucoup d'entreprises du JICAM sont des succursales des multinationales. Ouais. Et ils obéissent aux injonctions de leurs patrons. Ils sont là-bas, ils ne sont pas là pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils veulent commencer à arracher petit à petit cette, une certaine autonomie quand ils proposent au gouvernement qui ne les écoute pas. Par exemple, c'est le concept qu'ils ont appelé le nationalisme économique. Vous regardez le comportement des banques. Ici, tel a volé l'argent pour partir là-bas, tel a dilapidé ici, non, il faut bien maîtriser l'environnement de la mondialisation. Justement, c'est ce qu'il faut comprendre ça. Comment l'appeler, Margaret Thatcher et Ronald Reagan ils ont mis un contenu politique et idéologique. Si vous ne le comprenez pas, ce n'est pas bon. Très bien. Et nous, on va jouer. Ni le Premier ministre, ni le JICAM. On dit d'ailleurs que c'est la première fois qu'un Premier ministre a eu JICAM depuis sa création en 1957. Donc ce n'est pas parce que le ministre d'État Laurent Esso n'est pas venu qu'on aura envoyé. Le Premier ministre serait venu longtemps avant, lorsqu'il y a eu ce problème avec le directeur général des impôts, mais il n'est pas venu. Donc, ici, quelques messages rapidement de Dominique Audrey pour nos amis qui sont sur Equinox TV et avant qu'on passe à la revue des réseaux sociaux. Oui, Dadine Dogmo partage avec nous le vécu de sa cousine qui a donné Iniesta comme prénom à son enfant en hommage au joueur espagnol. Et alors que Iniesta c'est le nom de joueur et le véritable prénom du fameux joueur c'est Andrés. Finalement, il s'est retrouvé avec un nom il comme donne ça. Le nom propre, croyant que c'est un prénom. Voilà. Le problème, comment on arrive? On a également Luo Muade. Pour voyager en Europe, mon papa a eu des problèmes, lui-même sans prénom. Le système demandait un prénom et on a dû inventer un prénom à introduire dans la machine avec l'accord de la compagnie pour qu'il puisse avoir la facilité. Donc, Bonbon Bengam, vous voyez aujourd'hui. Bengam Kanji, ce sera très compliqué. Ça dépend des systèmes utilisés. Oui, mais est-ce que on ne peut pas accepter les nôtres aussi comme ça? J'ai une de mes filles en France qui a eu un enfant, un garçon. Et le secrétaire d'état civil Mengo. Et on attend que sa maman vienne compléter. Il dit que mais chez nous, quand tu dis Ngo, c'est une fille. Comment je vais dire Ngo quand je vais présenter cet enfant à son grand-père qui est un bonbon? On va dire que depuis quand vous mettez l'Ngo, voilà. Vous voyez donc comment la civilisation occidentale que vous dites évoluer ne comprend pas qu'il y existe d'autres civilisations. Or, chez eux, il ne peut pas
donner son enfant Dembélé ou Moussa. Voilà. Merci. Bon, même s'ils sont dans leur équipe nationale. Tatiana Clara nous dit si seulement vous saviez ce que les histoires de donner les homonymes l'ont fait dans les familles à l'ouest. Ma maman a dû faire 11 grossesses comme la plupart de ses coépouses, juste parce que la liste des gens à surnommer était trop longue et elle aurait pu y passer leur vie. Elle parle de sa mère. C'est dans les familles perverses. Et ses coépouses. C'est dans les familles perverses, c'est pas acté partout. D'accord. Autre message. Oui, on est dans un pays où, sans gestion et orientation concrète et stratégique pour les jeunes, et désormais tous sont tournés vers la boisson, la danse, des musiques sans caleçon, les pratiques pornographiques dans le pays, et maintenant le trafic d'ossements humains en rapport avec la colère de Charles Hamel qu'on décriait tout à l'heure. Voilà, cette affaire d'ossements humain est un business bien huilé. Les jeunes que nous arrêtons ne sont peut-être que le 10e maillon de la chaîne. Il faut pouvoir remonter à la source pour voir les qui sont cachés derrière ce trafic. Merci beaucoup Dominique Audrey. Dit en même temps que ça sent beaucoup la mafia quand même. Il y a tout un système derrière et vous pouvez bien sûr laisser vos vies au moment où vous tentez de mener vos enquêtes véritablement. Allez, la revue des réseaux sociaux Isabelle Carozupet, qu'est-ce que vous nous servez ce matin? Alors, ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va parler bien sûr de cet arrêté préfectoral qui fait justement le tour de la toile, parce que d'aucuns se posent la question si justement ce sera effectif ou pas. Dans tous les cas, ce que je me charge de faire, c'est de vous livrer le contenu. Alors, sachez que le préfet du département du Vouri, dit donc que justement, à compter de la date de signature du présent arrêté, interdite la circulation des camions poids lourds, les véhicules de même catégorie sur l'axe Carrefour Marché des Fleurs, pont de la Dibamba et dans la ville de Douala de 7h à 21h. Donc désormais, entre 7h et 21h, sur l'axe Carrefour Marché des Fleurs, pont de la Dibamba, on ne doit plus voir des gros porteurs. Mais il a tout de même tenu à signaler ou encore à préciser que les camions de services sanitaires se transportant des hydrocarbures, les vivres frais, ainsi que les camions de force de maintien de l'ordre ne sont pas concernés par justement le présent arrêté. Donc en dehors de ces camions, donc la tenue a apporté cette spécificité. Tous les autres vraiment sont interdits de circuler entre 7h et 21h. Est-ce que ce sera appliqué? Vous croyez que ça peut être appliqué, ça peut être respecté, ou c'est une autre mesure qui sera encore foulée au sol, comme d'habitude? De qui se moque-t-on? Non, ce sera difficile. Ici, donc, on verra si l'autorité administrative pourra bien mobiliser la force publique pour cela. Justement. Parce que la sortie est de Douala, par exemple, que ce soit par Niala ou par la nationale elle-même, par, comment vous appelez, Borne 10, oui. Il y a toujours les embouteillages. Vous venez avec... comment je vais dire, les tronçons là-bas, à partir de Borne 10, de brigade gendarmerie Borne 10, après le rond-point, vous vous retrouvez sur une piste. Et les embouteillages commencent avec un gros rond-point, d'abord la bifurcation des ronds-points, ça cause un problème. Est-ce qu'il va donc mobiliser la force publique pour réguler la situation, la circulation pendant cette période-là? Donc il faut que les policiers, les gendarmes soient là, à partir de Borne 10, jusqu'à, je ne sais pas moi, à Tradex, il y a ça, pour réguler la situation. Mais de l'autre côté aussi, de Niala, pour réguler la circulation. Sinon, ce sera un problème. Est-ce qu'on peut dire, quelles sont les chances justement pour le préfet de voir cette mesure être appliquée chez Alain Bachou aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on s'en souvient encore d'une mesure qui a été prise comme ça de son temps. L'un des ministres des Transports, Robin Kili, on s'en souvient, à la suite des accidents qu'on a eu sur nos axes routiers, qui avait interdit la circulation en journée de certains engins. Celle initiée par le préfet pour avoir une chance d'être exécuté ou pas? Monsieur Michel Gatchou, nous étions le 20 octobre 2014 lorsque on interdisait justement dans la ville de Douala aux camions de pouvoir circuler entre 6h et 22h
de 22 heures du soir. Nous avons été toujours à cette même période, nous avons vécu un cas similaire où l'ancien préfet au Kalabila ne s'était pas gêné, M. Michel Ngachou, pour patrouiller lui-même des nuits à certaines heures pour interpeller les camions qui se retrouvaient. Peine perdue. 16 janvier 2021, on a eu le gouverneur du littoral, Ivan Adibois, qui lui aussi a pris le taureau par les cornes en interdisant la circulation des camions de 6 heures à 22 heures. C'était peine perdue parce qu'à peine le communiqué est sorti, vous avez des gens qui sur la route disaient on n'est pas au courant, on n'a pas suivi, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Or, à une certaine époque, M. Michel Ngachou, il était strictement demandé à tous les chauffeurs camionneurs d'avoir des radios dans leur véhicule, parce que le défaut des formations est une infraction, M. Michel Ngachou. Vous en avez qui circulent, qui vous disent que non, on n'a pas suivi, on est sur la route, mais vous avez la radio, allumez votre pause, c'est tombé en panne vraiment depuis le patron n'a pas voulu. On devrait véritablement sanctionner cela. Je peux vous rassurer que ce n'est que nous qui causons de cela ici sur ce plateau. Ces personnes différentes, ils ne sont pas au courant de ça. Il y a des entreprises, des sous-traitants, ils ne sont pas au courant, c'est l'argent qu'ils se font. Ça va ouvrir le nid, ça va donner naissance à un nid de corruption que vous ne pouvez pas imaginer dès lors. N'est-ce pas, on vous a dit de ne pas circuler. Un jour, on vous a dit, vous avez circulé. Ouais, chef, vraiment, je dois courir, laisser ça, on m'a raconté. On m'a dit que ma femme, il y a des malades et tout. Chef, voilà ta part. Qui sera en ville pour contrôler? Maintenant, vous avez l'affaire des téléphones portables où, lorsque vous allez bloquer un camion en disant c'était l'interdiction, on va vous appeler de la Côte d'Azur, on va vous appeler de Miami, on va vous appeler de Yaoundé en disant mais vous êtes qui pour faire cela? Le préfet, c'est qui? Laissez-moi passer mes camions. Donc, vous voyez, il y a tout cela. Est-ce que le préfet s'est entouré, comme le disait Mbombo tout à l'heure, de toutes les barrières nécessaires? Est-il un va-t-en-guerre? Autant de choses. Attendons bien sûr de voir. Isabelle Carole, autre sujet ce matin. Autre sujet, bien sûr, affaire Paul Chouta. On en reparle bien évidemment encore ce matin pour bien sûr parler donc de cette folle journée hier qui était bel et bien tant attendue justement concernant sa sentence. Il a donc été condamné, il faut le dire, à 23 mois de prison assorti d'une amende de 2 millions de francs CFA. Une peine, il faut le dire aussi, purgée par le journaliste parce qu'il était déjà en détention depuis près de 2 ans pour affaire donc de diffamation. Le blogueur Paul Chouta pourrait retrouver la liberté dans les prochaines heures ou encore dans les prochains jours, dans le sens bien sûr que cette sentence représente la totalité des jours qu'il aura passé bien sûr à la prison centrale de Yaoundé, 23 mois de prison et une amende donc de 2 millions de francs CFA. C'est donc la peine qu'a prononcé le juge du tribunal de grande instance du Fundi à l'encontre de Paul Chouta. Il faut noter que c'était en 2019, notamment le 28 mai, qu'il avait donc été arrêté à la suite d'une plainte par l'écrivaine. Et donc la sentence a donc été rendue publique. Maintenant, c'est cette liberté, l'ère de la liberté qui voudrait bien et bien pouvoir respirer. Alors non seulement cela, on a eu plein de réactions hier sur les réseaux sociaux, mais surtout beaucoup d'invectives au final. Alors, peut-on comprendre effectivement que les Camerounais soient courroucés par la condamnation de Paul Chouta qui aura fait 2 ans en prison et qui dans les jours à venir, du moins dans les heures qui suivent, pourra être libéré. On a eu quand même le verdict qui impose à ce dernier 2 millions d'amendes et 160 000, je pense bien, pour les réparations, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, tout de suite quand même, bon Bengan, Dominique Audrey d'abord, on a fait appel. Et on fait, vous voyez pourquoi Dominique Audrey? Non. On a fait justement appel sur cette question. Oui. C'est quand même sérieux dans un pays, on vous a donné 2 ans. Vous avez fait 2 2 ans en millions prison, d'amende. vous avez 2 millions d'amende pour avoir partagé un vidéogramme qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas justement dans la fabrication de l'information. Vous n'avez fait que partager ce que tout le monde voit et vous demandez, vous posiez des questions. Ceci vous vaut au Cameroun 2 ans d'emprisonnement et bizarrement 2 millions de francs. Vous comprenez ça comment vous? Je comprends ça de la même façon que je comprends que le jeune garçon, c'est Ngassam, si je ne me trompe. Le jeune qui n'a pas eu son baccalauréat?
est suspendu pour 2 ans. Si je Oui, ne me trompe. Suspendu pour 2 ans. De la même façon, on a recomposé une épreuve, il a composé et il a réussi et il a quand même échoué et il a encore été suspendu. C'est de la même façon que je comprends ça. Parce que c'est incompréhensible. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est bien déjà qu'il sorte d'abord, qu'il aille à l'hôpital, qu'il fasse des examens pour savoir quel est son état de santé de façon générale, quelles sont les maladies qu'il a pu contracter là-bas ou bien les pathologies qu'il a pu développer. Mais maintenant, l'avenir va dire pour le reste. Pour le reste. En tout cas, on le sait, Paul Tuta a pratiquement purgé l'essentiel de sa peine, donc il pourra être libéré dans les prochaines heures aujourd'hui au Cameroun. Et après l'acquittement, bien sûr, de ses amendes, on rappelle simplement ce matin que c'est 23 mois de prison pour Paul Tuta dans ce procès pour diffamation contre l'écrivaine Calixte Béala, doublé des amendes de 160 000 francs et 2 millions 160 000. C'est 200 000. Après, est-ce que ça a changé? Bon, 160 000 et 2 millions justement de dommages intérêts. Alors, quand même, est-ce que c'est pas exagéré, maman? Non, c'est exagéré, mais il faut comprendre que nous sommes dans un régime totalitaire. C'est ça, c'est des pratiques des régimes dictatoriaux. On ne peut pas. Donc, moi, déjà, c'est comme à la suite de Dominique Audrey, qu'il sorte de là, après les examens, bon, il n'a pas atteint quelque chose et tout, et qu'il continue, c'est la lutte. Mais comment comprendre que c'est la lutte. En matière de diffamation, au Cameroun, en matière de diffamation au Cameroun, c'est 6 mois. Le mec a fait 2 ans, parce qu'il faut quand même se poser des questions. Nos juges qui rendent quand même, c'est un verdict. En matière de diffamation au Cameroun, c'est 6 mois. Mais le gars, vous le donnez 23 mois Détention préventive. et 2 millions d'amendes et 160 000. Quel est ce type de verdict qu'on rend et qui semble ne pas respecter quand même les codes juridiques aujourd'hui au Cameroun? Ils disent là-bas qu'ils sont dans un état de droit. Et je leur rétorque en disant oui, l'apartheid aussi, l'Afrique du Sud disait qu'il était dans un état de droit, puisque l'apartheid était inscrit dans la loi sud-africaine. Or, cette loi-là était une loi unique, était une loi que tout le monde condamnait. C'est la même chose chez nous, que ce soit la loi sur combat le terrorisme ou cette prétendue loi de cybercriminalité. Oui, c'est des lois. Si c'est sur cette base qu'on dit qu'on est dans un état de droit parce qu'il y a des lois, oui. Mais ces lois ne sont pas des lois qui régulent les rapports sociaux. Maintenant, il faut comprendre pour tout citoyen, on renverse les dictatures. Et quand on veut renverser une dictature, on n'applique pas les lois de cette dictature. Pas du tout. Isabelle Caron, c'est quand même un blogueur, journaliste moins par ailleurs. Vous croyez que c'est des mesures qui sont mises en place pour pouvoir au maximum museler la presse à ne pas être indépendante dans sa globalité? Oui, on comprend tout de suite que ça s'arrête pas seulement à lui, c'est un message qu'on veut passer aux autres. Ouais. On veut commencer à pouvoir influencer justement ces personnes qui sont dans ce secteur. On veut faire comprendre que oui, la presse, liberté de la presse, mais sachez que vraiment vous êtes sous le contrôle d'une personne, d'une puissance, parce que regardez la façon avec laquelle il a été arrêté, on a renvoyé justement, ou encore ce procès combien de fois, pour des raisons justement qui ne tenaient pas. Pourquoi autant de renvois sur une pareille affaire? Rien que ça, quand même, suscite à se poser pas mal de questions. On peut l'appeler procès de la honte, cher Lamine Bachou. Verdict de la honte aujourd'hui vis-à-vis de la presse camerounaise. Il faut voir tout ce qui a été dit juste après à l'endroit de celle de l'auteur de toute la tribulation qu'a connu Paul Tuta. Il faut voir ce qu'elle encaisse depuis ces derniers temps pour comprendre véritablement. Et je dirais que moi, personnellement, elle est venue me parler inbox, personnellement. Pour comprendre, elle est venue me voir inbox pour me dire des choses pour comprendre véritablement je lui ai dit, madame, cette honte. Est-ce que c'est véritablement elle qui est aux commandes? Point d'interrogation. Est-ce qu'on s'est servi d'elle pour le faire? Point d'interrogation. Une chose est sûre, c'est que l'histoire finira par donner raison. Et vous savez que les choses dans ce pays ne se cachent pas. Merci beaucoup. Mais dire aussi à la dame en question que oui, vous et moi, nous y avions parlé. Je vous ai donné mon petit conseil en tant que Camerounais en vous disant, madame, n'oubliez pas que vous avez une image à conserver. Vous avez quand même, vous êtes Camerounais, vous êtes écrivaine aujourd'hui. Je vous rappelle simplement les mots, mais vous avez toujours trouvé l'occasion justement de nous insulter et de dire que nous appartenons à une communauté, malgré qu'on vous rappelle qu'on parle quand même de la République, d'un Camerounais et d'une situation, vous estimez que c'est une communauté qui plaide pour X, pour Y et que personne ne vous a payé pour faire quoi que ce soit. Mais en même temps, aujourd'hui, où en sommes-nous? L'image qu'est la vôtre
qui était autant respecté. Je regarde encore Harry Roselmack en France, quand je sais que vous étiez justement dans les combats. Je regarde Claudie Sillard aujourd'hui, vous étiez dans des combats, on va dire, d'Africains, pour pouvoir imposer des Africains à la télévision française aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on gardera de vous au final? L'image d'une femme qui se met justement avec un système pour torturer les Camerounais. Et pourtant, hier, vous étiez celle-là qui bataillait pour le droit, pour le respect des droits et des libertés. Où en êtes-vous? Comment sortez-vous de cette histoire aujourd'hui? Constille Lamine, dans un instant, on parlera de languette. Plaisir de l'avoir à nouveau. Hein. Les languettes et les correcteurs, je ne sais pas si languette c'est correcteur, non, Constille Lamine. Languette. Languette et correcteur de posture. Correcta di posta. Correcta di posta, exactement, merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci d'accueillir le concept Salaka chez vous, votre concept de communication et de vente en direct sur les antennes de l'Equinox Radio et Télévision. Et c'est l'occasion déjà pour moi d'attirer l'attention des opérateurs économiques, d'attirer l'attention des propriétaires de marques, qui veulent se faire connaître davantage, qui veulent vendre à grande échelle, qu'ils peuvent également contacter le concept Salaka à travers les numéros de téléphone que vous aurez tout à l'heure à l'écran. Donc vous avez un produit, un service à vendre, contactez également le concept Salaka. C'est un concept qui est à votre disposition. Alors parmi donc les produits, parmi bien sûr ce que nous commercialisons, nous avons bénéficié de la confiance d'une grande entreprise américaine. Cette entreprise qui fabrique les languettes médicales qui sont donc en vente au Cameroun. Ce n'est pas un produit fabriqué sur place, c'est un produit qui a fait la fierté en Europe, aux États-Unis, en Asie et bien sûr dans certains pays africains, notamment le Cameroun. Ce sont les languettes médicales. Regardez comment elles se présentent. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure à la télévision à travers ce spot réalisé aux États-Unis d'Amérique. Ces languettes médicales ont plusieurs avantages. Les languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs à la plante du pied. Vous avez mal à la plante du pied, vous avez du mal à courir, vous avez du mal à vous mouvoir, il y a la solution. La solution, ce sont les languettes médicales. Comme son nom l'indique, c'est les languettes médicales qu'on met à l'intérieur de sa chaussure. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher des milliers à 14 quand on a les douleurs à la plante du pied. Voici la solution. La solution, c'est au magasin 1001 tapis avec les languettes médicales. Alors, d'autres avantages de ces languettes médicales, ça permet également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que souffrir, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, pour éradiquer les douleurs à la plante du pied, pour prévenir les douleurs à la plante du pied, voici la solution. La solution, ce sont ces languettes médicales qui sont en vente au magasin 1001 tapis au prix promotionnel de 6 000 francs la paire de languettes médicales. Oui, le prix de promotion d'une paire de languettes médicales est de 6 000 francs. Il faut rappeler que 6 500, c'est le prix normal d'une paire de languettes médicales. Mais comme nous sommes dans le cadre de la vulgarisation, dans le cadre du concept Salaka, vous avez la paire de languettes médicales. Au lieu de 6 500, nous vous la donnons à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, commandez dès à présent votre languette médicale et dites adieu aux douleurs au niveau de la plante du pied. Nous restons toujours dans les accessoires qui permettent d'éliminer les douleurs sur notre corps. Après la plante du pied, nous allons tout de suite remonter vers le haut et nous allons atterrir au niveau du dos. Et bien oui, quand on parle du dos, on parle bien entendu du correcta de posta. Le correcta de posta est votre jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcta de posta est également en vente au magasin 1001 tapis au prix de
10 000 francs votre correcteur de posture. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser. N'attendez pas la fin du stock. Oui, venez au magasin Mille un tapis et achetez un correcteur de posture au prix de 10 000 francs pour éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou et même redresser le dos. Parce que le correcteur de posture présente plusieurs avantages. Pour dire tout simplement, il y a bat for your dos, il y a bat for your neck, il y a bat for your cou. Just come for magasin Mille un tapis and take your corrector de posta. Because the corrector de posta na some fine jacket medical way any man must get them. It costs na 10,000 francs. Na it is soya. Look at my CD. Na it is they call am say corrector de posta. You do ya bat for your dos. You do ya bat for your neck. You do ya bat for your épaule. For your épaule na for your. Just come for magasin Mille un tapis and take your corrector de posta for prix de 10 000 francs seulement. Merci beaucoup, Constille Lamine. Merci infiniment pour vos passages sur nos plateaux à chaque fois, madame, messieurs. Plaisir renouvelé chaque fois que nous sommes avec vous sur cette antenne. Et bien là, nous sommes le 19 mai 2021. Demain, c'est le 20 mai, fête de l'unité nationale au Cameroun. On va certainement se séparer en souhaitant une très bonne fête de l'unité à chacun et à chacune, cher Lamel. Mauvaise fête, vous n'êtes pas partant. Vous êtes peut-être des joyeux anniversaires à ceux qui sont nés le 20 mai, mais pas fête de l'unité. Ah d'accord. Ou alors vous voulez dire joyeux anniversaire à Michel Gachou? Ah, joyeux anniversaire. Oui. Merci beaucoup. Le gâteau, c'est tout à l'heure, n'est-ce pas? Vraiment pour le gâteau, donc d'accord. Ceux qui sont toujours abonnés à 10-12 le Zénith, merci. Passez à la maison Radio Equinox et télévision et on merci beaucoup. Happy birthday, Michel. Merci beaucoup à vous. Bonne fête à ceux qui vont fêter. Et bien ceux qui ne fêteront pas. De ça. Allez, à demain.